Il y a des épisodes qui bousculent, qui secouent, qui font battre le cœur à 100 à l'heure. Et puis, il y a ceux qui laissent une impression plus douce, mais tout aussi profonde. Ce 13e épisode, Bonjour, au revoir, appartient clairement à cette deuxième catégorie. C'est un épisode de silence, de regard, de décisions intimes. Un épisode qui, sans en avoir l'air, marque un tournant. Parce qu'on dit au revoir, parce qu'on se retrouve, parce qu'on se prépare à repartir. Et même si le rythme ralentit un peu, les émotions, elles, restent bien là. Moi, j'ai été émue, parfois surprise et souvent touchée. Ce n'est pas l'épisode qui m'a fait bondir sur mon canapé, mais c'est celui qui m'a donné envie de ralentir, de regarder les personnages en profondeur, de savourer les silences. Et je crois que c'est aussi pour ça que je l'ai aimé. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir ensemble sur les choix de mise en scène, l'écriture, les grandes thématiques de l'épisode, mais aussi de vous parler de ce qui m'a marqué, dérangé, ému ou fait réfléchir. On va parler d'amour, de transmission, de départ, et de ce moment si particulier où l'on se prépare à quitter une vie qu'on pensait pouvoir garder un peu plus longtemps. C'est parti pour le décryptage. Et bienvenue au passage à tous les nouveaux qui s'abonnent à cette chaîne YouTube dédiée à Outlander. Vous êtes plus de 13 000 depuis quelques jours, donc merci beaucoup pour votre confiance. On passe aux impressions générales. Cet épisode 13 m'a vraiment beaucoup plu. On retrouve cette patte si particulière d'Outlander où les émotions, les liens familiaux, les séparations, les retrouvailles et le fantastique se mêlent avec une grande finesse. Et puis visuellement, c'est un bel épisode. Le titre déjà. Bonjour, au revoir en français, hello, goodbye, comme la chanson des Beatles. Il résume à lui seul l'épisode. On dit au revoir à certaines choses, bonjour à d'autres. Il y a des séparations concrètes, des retrouvailles attendues, mais aussi des bascules symboliques. Les Fraser, par exemple, font leurs adieux à un semblant de vie tranquille. Enfin, aussi tranquille que leur vie puisse l'être, pour replonger dans le tumulte de l'histoire avec un grand H. Et je trouve que ce titre colle à merveille à ce moment charnière de la saison. Juste après le titre, on a la title card, comme toujours, et là, on découvre un plan d'archives d'un avion militaire britannique qui vole dans les airs. Si vous avez lu la nouvelle Le vent de la Toussaint, vous avez sûrement levé un sourcil à ce moment-là parce que ça ne pouvait qu'annoncer une chose, l'arrivée de Jerry Mackenzie dans l'épisode. Et effectivement, cette title card donne le ton. On parle de guerre, de transmission, de mémoire, d'héritage, le tout avec beaucoup de pudeur. Le rythme de l'épisode est beaucoup plus posé que celui de l'épisode 12, et ce n'est pas un euphémisme, et en fait, ça fait vraiment du bien. On est sur quelque chose de plus introspectif, mais pas mou pour autant. Les scènes s'enchaînent sans urgence, on prend le temps de ressentir, d'écouter, de s'installer dans les émotions, et ça, c'est quelque chose qu'Outlander sait très bien faire. Côté construction, on a deux scénaristes aux commandes, et ce sont tous les deux des petits nouveaux, à ce niveau-là, en tout cas dans Outlander, Madeleine Brestal. Alors elle a été l'assistante de Matt Roberts, le showrunner, pendant plusieurs années, depuis la saison 4 ou 5, je ne sais plus. Et puis il y a Evan McGarey, je n'ai pas trouvé grand-chose sur lui. Alors oui, parfois on sent que certaines transitions sont un peu abruptes, surtout entre les différentes lignes temporelles. Et franchement, le tout se tient et la narration reste fluide et cohérente, ce qui n'est pas si évident dans un épisode aussi éclaté en apparence, du fait du traitement de l'ensemble des intrigues dans différentes époques. La réalisation est signée Ian Matisse, qui vient notamment de The Last Kingdom et Vikings, pour ceux qui ont vu ces séries. C'est la première fois qu'il réalise un épisode d'Outlander et je trouve qu'il s'en sort très bien. Il y a des plans magnifiques, notamment autour des pierres, mais aussi une belle maîtrise des silences, des regards, des non-dits. On est sur une réalisation assez sobre, mais toujours au service des personnages, et ça, j'adore. Enfin, en termes d'adaptation, je trouve l'épisode très fidèle à l'esprit des romans, de la saga. Il y a des dialogues repris tels quels, d'autres adaptés, mais toujours avec une vraie justesse. Et c'est exactement ce que j'attends d'une adaptation. Ni copie conforme, ni trahison. Juste une vraie compréhension de ce qui compte dans l'histoire et de ce qui fait vibrer les lecteurs et les spectateurs. Enfin, si vous aimez les coulisses de la production, sachez que Stars a partagé de nombreuses anecdotes sur cet épisode, du travail de coordinateur d'intimité à celui sur les effets spéciaux autour des pierres. Je les ai traduits et compilés sur mon site avec photos et vidéos à l'appui. Je vous mets le lien dans la description, si vous avez envie bien sûr de creuser et d'aller plus loin. Ma fameuse rubrique top flop, je commence par mon top. Mon top pour cet épisode, c'est sans hésiter la scène entre Roger et Jerry près des pierres. Cette scène m'a profondément touchée, elle est simple, retenue et en même temps elle dégage une intensité énorme.
Roger, fidèle à lui-même, reste dans la pudeur, mais on sent que tout bouillonne à l'intérieur de lui. Et au moment où il lâche ce I love you, je t'aime, c'est comme si tout se relâchait d'un coup. Et franchement, j'ai eu les larmes aux yeux à ce moment-là. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que cette scène déclenche chez Roger par la suite une forme de questionnement presque métaphysique. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que son souvenir du métro existait déjà? Est-ce qu'il est en train de se créer sous nos yeux? Est-ce qu'il a changé quelque chose au passé ou est-ce que tout était déjà écrit? Ce flou, cette ambiguïté, moi je trouve ça magnifique. Ça ouvre la porte à plein d'interprétations et c'est justement ce que j'aime dans Outlander. Et puis, je ne peux pas parler de cette scène sans vous recommander très chaudement la nouvelle qui s'appelle Le vent de la Toussaint dans le recueil du Cercle des Sept Pierres. C'est ma nouvelle préférée du recueil. Elle raconte l'histoire du point de vue de Jerry et Marjorie, les parents de Roger pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est hyper émouvant, très bien écrit, et ça donne une toute autre dimension à cette scène dans l'épisode. Je ne veux pas trop spoiler, mais voilà, il y a plein d'explications. Et pour celles et ceux qui trouvent les tomes principaux un peu trop longs, volumineux ou intimidants, les nouvelles sont vraiment une super porte d'entrée dans l'univers d'Outlander. Elles se lisent plutôt vite, elles sont très accessibles et franchement, elles se dégustent comme des petites douceurs entre deux gros pavés d'Outlander. Et petit bonus intéressant que je vous dévoile tout de même, on découvre que c'est Frank Randall lui-même qui a envoyé Jerry en mission. À l'époque, il travaillait pour les renseignements britanniques, pour le MI6. Donc oui, il y a un lien direct entre Frank et les Mackenzie. Et je trouve ça hyper excitant de voir comment les intrigues se tissent entre les générations sans qu'on s'en rende compte au départ. Alors, s'il fallait pointer un petit bémol, ce serait peut-être un déséquilibre dans la repartition des intrigues. Je ne parle pas d'un problème de construction ou de montage, mais plutôt d'un ressenti global à la fin de l'épisode. J'ai eu l'impression qu'on avait passé beaucoup de temps autour du mariage de Yann et Rachel, entre la cérémonie, les discussions, la nuit de noces, et que du coup, d'autres intrigues m'ont semblé un peu plus survolées. Je pense par exemple à Brianna, Jem ou Rob Cameron, ou même au fait qu'on voit très peu Jamie et Claire ensemble. Certains fans l'ont exprimé aussi, hein. Ils auraient aimé qu'on se recentre un peu plus sur le couple phare de la série. Moi, je suis toujours heureuse de voir Yann prendre plus de place, hein, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais je comprends cette envie qu'on revienne un peu plus sur ce qui fait le cœur battant d'Outlander depuis le début. Et puis c'est vrai que quand on est plongé dans des épisodes très éclatés, avec plusieurs intrigues parallèles, c'est toujours un peu plus difficile de tout traiter en profondeur. C'est le jeu, je le sais bien, mais voilà, j'ai refermé l'épisode avec cette impression qu'il manquait un petit quelque chose. Pas grand-chose, hein, juste un tout petit fil à retisser entre les lignes. Mais attention, hein, ça reste un épisode très agréable à regarder, il est visuellement beau, je l'ai dit, il y a des scènes très fortes, beaucoup d'émotions. Donc je ne boude pas mon plaisir et j'ai toujours, justement, grand plaisir à le revoir. Le premier thème m'a semblé assez évident, car ce qui m'a frappé dans cet épisode, c'est à quel point la thématique du titre Hello Goodbye, bonjour au revoir, est vraiment au cœur de tout. On assiste à des séparations, des retrouvailles, des transmissions, et à pas mal de passages d'un monde à un autre. Et parfois, ce ne sont pas des adieux définitifs, ce sont des au revoir, à ce qu'on croyait figé ou à un moment de vie qui bascule sans prévenir. Bien sûr, le point culminant de cette thématique, c'est la scène entre Roger et son père Jerry, j'en ai parlé dans mon top, mais cette dynamique, on la retrouve ailleurs dans l'épisode sous plein de différentes formes. Je pense par exemple à Brie et Jem. Le moment où Brianna retrouve son fils grâce au jeu du chaud-froid avec Mandy, c'est un vrai soulagement. Pour elle, mais pour nous aussi. Et cette scène fonctionne tellement bien parce qu'elle oppose deux univers. Le monde des enfants, du jeu, de l'innocence, et celui des adultes, de la peur, de la menace. Et pourtant, c'est cette petite voix, ce lien métaphysique entre Mandy et Jem qui permet à Brie de le retrouver. C'est un moment de reconnexion fort, instinctif, presque magique. Et puis, juste après, Brianna confie ses enfants à Fiona et son mari. Un choix sans doute difficile, mais nécessaire. Elle sait que Lady Brock n'est plus un endroit sûr et elle choisit de les protéger en les éloignant. C'est un vrai au revoir, même si ça, c'est sans doute très provisoire. Un au revoir de mère que je trouve très juste, très digne, et qui montre à quel point Brianna est forte. Il y a aussi un autre au revoir, plus symbolique cette fois, celui de Jamie et Claire à leur vie stable. Alors stable, entre guillemets évidemment, on parle des Fraser, hein, mais malgré tout, on sent que ce retour au combat marque une rupture. Claire rêve encore de rentrer chez eux à Fraser's Ridge, mais elle accepte une fois de plus de repousser ce moment.
Et Jamie passe à une nouvelle étape. Encore un nouvel uniforme après le tartan, après la tunique rouge, le voici maintenant dans la tenue continentale. Et là encore, c'est un marqueur de transformation. Il ne change pas de camp par opportunisme, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Il s'engage parce qu'il y croit, parce qu'il veut offrir un avenir à ceux qu'il aime. Et puis il y a un petit détail que j'ai adoré, quand, Jamie dans le tunnel se répète, «On your feet soldier», hein, comment c'est traduit en français? Hem, «Debout soldat» peut-être, pour s'encourager, hein. Il ajoute, comme dirait grand-mère, et on se rappelle tout à fait, Claire prononcer cette phrase dans le tout premier épisode de la saga. Et là, on touche à quelque chose de très beau, le souvenir qui se transmet, pas seulement par le sang, mais par les mots, par l'esprit. Un héritage de courage, transmis de Claire, à Jem, en passant par Brie. Finalement, cet épisode, c'est un enchaînement de revoirs et de retrouvailles, mais pas au sens dramatique ou larmoyant. Ce sont des passages, des évolutions, des choix. Et je trouve que c'est ce qui donne toute sa profondeur à l'épisode. Et au milieu de ce chaos, on a un très très joli serment. Ce mariage entre Ian et Rachel, c'est une vraie parenthèse suspendue dans la saison. En effet, l'épisode arrive après plusieurs épisodes assez intenses, très rythmés, et là tout d'un coup on ralentit, on respire, on s'attarde sur l'intime. Et franchement, ça fait du bien. C'est comme si la série nous disait regardez, même au cœur d'un monde en crise, même avec tout ce qu'ils ont vécu, l'amour, l'engagement, ça reste possible. La cérémonie en elle-même est toute simple, c'est un mariage quaker, donc sans pasteur, sans rituel figé, sans grande déclaration, juste deux personnes qui se choisissent. Et dans cette sobriété, il y a quelque chose de très fort. On est dans les regards, les silences, beaucoup de silence, les mains qui se frôlent. Et puis il y a Rollo, évidemment. Tous ces plans sur lui, j'ai trouvé ça adorable. Il y a une sorte de progression comique, hein, avec ces plans, les yeux mi-clos de Rollo, puis il est la tête sur ses pattes, il bâille, il est couché sur le côté. Ça apporte une petite touche d'humour et de tendresse pile au bon moment. Quant à Claire et Jamie, disons qu'ils sont des témoins un peu dissipés. Vous savez, ceux qu'on mettrait plutôt au fond de la classe. Mais on sent qu'ils sont émus, ils observent, ils sourient, ils se reconnaissent peut-être un peu dans ce jeune couple qui se lance à son tour. Il n'y a pas de grands discours, quelque part, leur présence suffit. Alors Jamie est quand même invité à parler, hein, par Denzel, là encore, avec beaucoup d'humour, et je retiens le fait que Jamie exprime une grande fierté pour son neveu. Il sait par quoi il est passé avant d'en arriver là. Et c'est aussi ça Outlander, hein, cette transmission des liens, des modèles, des espoirs. Et puis vient la nuit de noces. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas du tout, mais elle bénéficie d'un temps d'écran incroyablement long. Ce n'est pas une critique, hein, j'ai trouvé la scène jolie, touchante, plutôt bien jouée, mais j'ai vraiment été surprise qu'on consacre autant de temps à ce moment-là dans un épisode où il y avait tant de choses à traiter. Et finalement, en y repensant, je me dis que c'est justement parce que les scénaristes avaient quelque chose à raconter. On découvre un Yann intentionné, vulnérable, emprunté, mais sincère. Et Rachel, qui semble si pudique, se montre finalement très directe, très décidée. Il y a quelque chose de brut et de vrai dans leur échange. Et c'est une scène qui pose clairement les bases de leur couple, dans toute sa singularité. Lui, le Mohawk, et elle, la Quaker, ou Quakeresse. Mais avec une vraie connexion entre eux. Et d'ailleurs, petit clin d'œil des coulisses, c'est le réalisateur Ian Matisse lui-même qui a insisté pour filmer la scène de la nuit de noces de façon très sensorielle, en assumant les silences et les hésitations des corps. Je vous raconte ça sur mon site, si ça vous intrigue, allez jeter un œil. C'est une scène qui prend son temps, très sensorielle, pudique et tendre à la fois. On sent l'influence du coordinateur d'intimité, ou de la coordinatrice plutôt, mais aussi une volonté des scénaristes de poser les bases d'un couple atypique avec ses fragilités, ses hésitations, ses blessures, mais aussi une grande complicité. Et forcément, pour nous spectateurs, difficile de ne pas penser à une autre nuit de noces emblématique, celle de Claire et Jamie, bien sûr. On retrouve d'ailleurs quelques jolis échos à cette scène mythique. Les conseils maladroits d'Angus ou Murta en miroir à ceux plus avisés de Jamie, la douceur dans le déshabillage, le délassage, le mordiment taquin, la tendresse dans les gestes, et puis aussi bien sûr le bruit d'un vêtement qui tombe sur le sol en référence à la ceinture de Jamie dans l'épisode du mariage. Mais la scène ne copie pas, elle résonne différemment avec ce que Yann et Rachel portent en eux. C'est une nouvelle première fois. Les réactions autour de cette scène sont assez partagées. De ce que j'ai pu lire lorsque je me suis documentée pour préparer ce décryptage, certains ont trouvé ça magnifique, d'autres un peu longuet ou voire gênant.
Il y a ceux qui ont adoré la délicatesse de la scène, le respect mutuel, le fait qu'on prenne le temps de montrer un rapport charnel qui n'est pas juste une scène sexy, mais qui raconte vraiment quelque chose sur leur personnalité, leur façon de se découvrir. Et puis à l'inverse, certains spectateurs ont trouvé que ça cassait un peu le rythme de l'épisode, ou alors que la complicité entre les deux acteurs n'était pas aussi évidente que pour d'autres couples de la série. Il y en a même qui ont trouvé la scène un peu malaisante, notamment à cause de la manière de s'exprimer de Rachel ou du jeu de John Dell. Mais bon, tout ça, ça reste de l'ordre du ressenti, mais comme toujours avec Outlander, les scènes intimes provoquent toujours des réactions très contrastées. Une chose est sûre, ça ne laisse pas indifférent, et ça pour moi c'est plutôt bon signe. Je pense aussi que cette scène, et plus largement tout ce temps accordé à Ian et Rachel, c'est une manière pour la série de nous dire Ian est un personnage à part entière, il mérite qu'on s'attarde sur lui, qu'on raconte son histoire, qu'on explore ses choix, ses sentiments, ses désirs. Alors oui, ça peut dérouter, surtout si on garde en tête l'image du petit Ian qu'on a vu grandir, mais en acceptant ce changement de focale, je trouve que le couple Ian-Rachel apporte quelque chose de nouveau à la série. Une autre forme d'amour, une autre forme d'intimité, moins passionnelle, ça c'est sûr, mais plus ancrée dans le réel. Et je trouve ça très beau. Je passe à mon thème suivant et je vais vous parler de ces femmes qui brillent et de ces hommes à côté d'elles. Dans cet épisode, ce qui m'a marqué, c'est à quel point les femmes tiennent la barre. Elles agissent, décident, protègent, aiment, et en miroir, les hommes autour d'elles écoutent, respectent, soutiennent, ou bien se ferment, comme Rob Cameron. Je commence par Brianna, qui est pour moi l'une des figures féminines les plus fortes de cet épisode, malgré son faible temps d'écran. Elle affronte Rob, elle le maîtrise, elle part seule à la recherche de Jamie, et surtout, elle ne perd jamais sa lucidité. Cette scène face aux policiers, franchement, elle m'a glacée, beaucoup interpellée. Alors, il y a un homme en face d'elle, mais aussi une femme, hein, dans ces deux policiers, et pourtant, aucun d'eux ne croit vraiment Brianna. On la regarde avec méfiance, condescendance, misogynie, comme si son inquiétude était excessive. Et là, je me suis demandé, est-ce que ce ne serait pas la fonction policière elle-même qui porte en elle une forme de mépris pour la parole des femmes? Sujet d'actualité, hein. Je me suis renseignée un petit peu. En 1980, une femme dans la police, c'était encore très rare. Et pour vous donner un ordre d'idée, en France en 2007, c'est la seule stat que j'ai réussi à trouver, mais 2007, il n'y avait que 16% de femmes policières. Alors imaginez un peu en 1980. Donc même si cette policière en face de Brianna est une femme, elle agit selon un cadre professionnel encore profondément masculin. Et ça rend cette scène encore plus forte, hein. Brianna reste droite, elle ne supplie pas, elle ne s'effondre pas, elle ne cherche pas à convaincre à tout prix des policiers qui doutent d'elle. Elle continue à avancer, hein, je l'ai dit, elle met ses enfants à l'abri et puis on verra ce qui se passe dans le prochain épisode. De son côté, Claire est dans un registre très différent, mais tout aussi lumineux. Elle est douce, présente, confiante. Et quand elle parle avec Jamie de William ou de John, hein, on sent qu'elle garde l'espoir. Là, je parle de William pour ce fils qui pourra sans doute un jour dépasser sa colère et ouvrir les yeux. On sent à quel point elle tient la famille à bout de bras, même dans l'ombre. Elle accompagne au début de l'épisode Rachel dans ses préparatifs, sans imposer, sans conseiller à tout va, juste avec ce mélange de bienveillance, de complicité et de discrétion qui la rend si précieuse. Et Rachel, justement, quel beau personnage, on la découvre sous un nouveau jour. On la croyait douce, pudique, réservée, et elle se révèle résolue, directe, assumée. C'est elle qui mène la danse dans sa nuit de noces, mais toujours avec délicatesse. Elle est entière, cohérente, libre, sans jamais trahir sa nature profonde. Et en face d'elle, Yann n'impose rien. Il écoute, il prend le temps, il accueille. Il s'amuse aussi, il s'étonne. C'est une très belle illustration de ce que peut être un couple équilibré dans lequel les deux prennent soin l'un de l'autre. Et ce respect-là, on le retrouve aussi chez les hommes de bien de l'épisode. Jerry, Roger, Denzel, Jamie, des hommes qui n'ont pas forcément besoin de dominer pour exister. Des hommes qui doutent, qui aiment, qui protègent. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la série n'idéalise pas non plus. On a par exemple Denzel qui, au moment du mariage, expose sa culpabilité. Il sait qu'il a entraîné Rachel dans une voie dangereuse et il le dit. S'en excuse presque. Et Jamie aussi, hein, dans une très belle scène avec Claire, reconnaît qu'il l'embarque une nouvelle fois dans ses combats. Ces hommes-là ne sont pas parfaits, mais ils prennent conscience de leur impact et ça change tout. Et puis bien sûr, il y a ce contre-modèle absolu, Rob Cameron, manipulateur, lâche, violent. Il enferme un enfant dans un tunnel, il se planque, il ment, il fuit. Et à travers lui, la série montre ce que peut être une masculinité toxique, repliée sur elle-même, cupide, incapable d'amour ou de courage.
Mais en lieu d'en faire des tonnes, l'épisode opte pour une affirmation plus subtile. Les femmes ici n'attendent pas qu'on les sauve, elles font leur propre choix, elles se défendent, elles avancent. Et je trouve que c'est une force tranquille mais puissante qui traverse l'épisode entier. Maintenant, place à vos voix. Comme pour chaque décryptage, les addicts sur Patreon ont pu découvrir le décryptage en avant-première avec quelques jours d'avance sur la mise en ligne YouTube. Et vous le savez, leurs regards, leurs ressentis, leurs réactions enrichissent toujours la discussion. J'ai reçu plusieurs notes vocales et je vais les partager ici pour qu'on puisse poursuivre ensemble la réflexion. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce qu'ils disent ou que ça vous donnera envie de partager à votre tour. On écoute? On commence avec la note vocale d'Antonia. Bonsoir Aurélie, bonsoir les addicts. Je vais vous parler de Brianna. Brianna est comme ses parents, Jamie et Claire, toujours prête à se battre becs et ongles pour retrouver les êtres qu'elle aime. Une première fois, elle a aidé sa mère pour la recherche de son géniteur, Jamie Fraser. Ensuite, tout comme dans cet épisode, Brianna distribue gifles et coups à Rob Cameron. Clin d'œil à l'épisode 10, saison 4. Quand Roger fut vendu aux Mohawks, Jamie et Petit Yann recevaient des gifles magistrales. Elle va toujours jusqu'au bout, ne se laisse pas faire, même devant les deux policiers arrogants qui font des insinuations douteuses sur sa relation avec Rob Cameron. Même similitude quand Frank était à la recherche de Claire et avait eu affaire aux policiers arrogants qui insinuaient le départ de Claire avec un autre homme. Brianna a l'énergie de ses parents et la compétence acquise de vivre dans les 2 siècles. Merci Antonia, Brianna, Feisty Fraser, le feu des fraiseurs qui brûle en elle, oui, comme tu l'as dit. Et compétence acquise de vivre dans les 2 siècles. C'est intéressant ce que tu dis, ouais, j'aime beaucoup. Alors qui sait si elle va devoir à nouveau vivre au 18e, nous verrons. Nous verrons. Et maintenant, on écoute Nadine. Les Mackenzie sont de retour, et d'une manière assez percutante. En effet, j'ai adoré la façon dont les scènes ont été tournées, cette impression de fuite en avant. Brianna qui part à la recherche de son fils à toute vitesse et avec l'aide de Mandy. Jem qui court dans le tunnel aidé par les indications de sa mère pour se libérer. Et enfin Roger, aidé par son aïeul, qui se précipite vers son père. C'est l'esprit de famille qui fait que chacun a son but. Et j'ai trouvé ces scènes très émouvantes et tellement bien interprétées. Mon coup de cœur, c'est vraiment la rencontre improbable de Roger et son père, que seul l'univers d'Outlander peut permettre. Quel dommage qu'ils aient eu si peu de temps. Mais on peut aussi se dire que c'est mieux ainsi, car il y a des vérités qu'il vaut mieux ne pas révéler. Merci Nadine de mettre toi aussi en avant les Mackenzie. Je le répète, hein, c'est le hasard. L'ordre des notes vocales, je le détermine aléatoirement. Et donc voilà. Et je réagis spontanément. Je ne les ai pas écoutées au préalable. Et oui, tu parles des Mackenzie. Ton coup de cœur, c'est le même que le mien. Et je me rends compte aussi que si on veut un peu aller plus loin et parler de Buck, j'en ai pas du tout parlé dans le décryptage, mais quand Buck et Roger et puis Jerry sont aux pierres, déjà d'une, on entend le bourdonnement. Donc ça, c'est un espèce de langage de la série Outlander hein, qui est installé maintenant depuis la saison 1 et qu'on retrouve à chaque fois que les voyageurs ont l'occasion d'être proches d'un portail ou proches des pierres. Donc ça c'est plutôt sympa pour nous, audience publique. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que quand Buck est aux pierres, il se tient la poitrine. Je pense que vous l'avez sans doute remarqué, ou si vous ne l'avez pas vu, la prochaine fois que vous reverrez l'épisode, vous ferez attention. Et signe que voilà, ces soucis cardiaques qui avaient été mis à jour en début de cette saison 7B semblent toujours présents et provoqués par les pierres. Donc ça, c'est peut-être à garder en tête. Et maintenant, je vous propose que nous écoutions la note vocale d'Annie. Merci Aurélie et bonjour les addicts. Cet épisode m'a surtout marqué par l'émouvante tournure narrative entre Roger et son père Jerry, réputé avoir disparu son Spitfire et lui lors de la Seconde Guerre mondiale. De manière bouleversante, Roger lui permet de retourner au XXe siècle et de le retrouver lui enfant. Cela signifie que, contrairement à ce qu'on lui a toujours dit, son père n'avait finalement pas disparu. Mais pour autant,
et selon la mémoire collective, son corps n'ayant jamais été retrouvé, on peut supposer pour la cohérence narrative qu'il est cependant mort anonymement dans les décombres du métro londonien lors du Blitz, ce qui aura pu alimenter ainsi l'hypothèse de sa disparition corps et biens. Sinon, Roger aurait été élevé avec une autre version de son histoire. Mais Roger sait maintenant que son père n'avait pas disparu et qu'il a été un père aimant. En ce sens, et malgré le contexte fantastique de la série, cet épisode réussit à distiller un sens et une morale poignante dans l'histoire de Roger. Roger qui est désormais le premier à découvrir le vrai destin de son père et la vérité sur son propre orphelinat. En conclusion, à travers les prismes du fantastique, de l'amour et du courage d'un père et son fils, je dirais que cet épisode nous a encore livré une subtilité narrative époustouflante. Dans ses récits et ses révélations entrelacées, Outlander sait toujours nous surprendre, démêler des secrets et nous raconter de belles histoires. Oh que oui Annie, de très belles histoires même. Et merci pour cette note vocale tout à fait intéressante et très très bien écrite. Je vois qu'on a un peu, jusque-là, un peu été émus toutes et tous par les mêmes scènes. Et on va voir ce que nous dit Claire sur cet épisode. J'ai aimé cet épisode, mais mon bémol concerne le traitement de la scène entre Jamie et Claire dans la chambre. Dans un couple qui ne manquait pourtant pas d'ardeur, leur rapport semble réduit au retour du gentil prince charmant. Leur dialogue dans la chambre est édulcoré, il y manque le côté taquin-coquin à défaut d'érotisme. Est-ce qu'au fond cette scène d'intimité était nécessaire, car être dans un lit n'apporte pas grand-chose, il pourrait tout aussi bien être assis dans des fauteuils au coin du feu avec un verre de whisky à s'inquiéter du sort de John et William. D'ailleurs, je suis choquée que ça se passe dans le lit de John. Jamais un Jamie jaloux n'aurait accepté ça. Imaginez que John parvienne à rentrer chez lui et trouve Jamie dans son lit, mais fou. Dans cette scène d'à peine 3 minutes, le geste le plus déluré de Claire est de tenir Jamie par la mâchoire à chaque baiser. C'est comme si on déléguait les scènes d'amour à la jeune génération, et ces couples ne peuvent rivaliser avec les scènes incandescentes du couple originel Claire et Jamie. Autant les supprimer carrément. La scène de la nuit de noces Yann Rachel est bien trop longue, 6 minutes, elle semble appliquée, démonstrative. Oui, Rachel est forte, Yann attentionné, merci, nous avions compris, mais on s'ennuie. La scène est trop calquée, comme un faible écho, sur la nuit de noces de Claire et Jamie, où le moindre de leurs regards avait une telle charge érotique et nous montrait comment ils tombaient amoureux. Au final, je ne retrouve enfin le couple Claire-Jamie que lors de l'apparition de Jamie dans son bel uniforme avec le regard de Claire. Oui, là je crois que tu as été coupée, Claire. Oui, écoute, opinion impopulaire de l'épisode, impopulaire, non, partagée par beaucoup, je l'ai beaucoup lu ce que tu as dit, et même si j'ai pas été aussi catégorique que toi, effectivement, tu pointes peut-être une des faiblesses de l'épisode. Sur le couple Jamie et Claire, sur le lit de John, alors techniquement peut-être pas tout à fait son lit, c'est un lit de sa maison, je le dirais comme ça, mais dans tous les cas, bien sûr que ça gêne Jamie, il le dit. Alors a-t-il le choix, où pourrait-il aller? Je ne sais pas. En tout cas, la série a tranché et met sans doute un peu de piquant dans tout ça en les faisant dormir dans la maison de John et dans le lit de John. Et d'ailleurs, on aura des développements encore dans l'épisode qui suit, si je me souviens bien. Merci beaucoup, Claire, pour ton témoignage et ta note vocale. Et maintenant, nous écoutons Sylvaine. Bonjour les addicts. Alors, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Un épisode où se mêlent douceur, humour, amour, malgré les défis à venir et malgré les scènes du XXe siècle qui nous apportent une certaine tension dramatique. Alors ma scène top, une fois de plus, Aurélie, c'est celle que tu as choisie, celle entre Roger et Jerry. Esthétiquement, c'est une scène magnifique. Cette forêt baignée de lumière éclairant subtilement les visages de Roger et de son père accentue, je trouve, le côté irréel, fantastique de cette improbable rencontre. Un pur moment de grâce. Et puis il y a ce dialogue, cet échange entre un père et un fils. Il y a ce qui est dit, l'explication du voyage dans le temps, du passage des pierres, la disparition de Jem, la guerre et son issue. Ce qui est suggéré quand Roger dit à son père que Jem porte son nom et que pour son fils tout ira bien. La façon d'ailleurs dont Roger regarde son père est absolument émouvante. Enfin, il y a ce qui est tu, qu'il est son fils et Jem son petit-fils. Ce sont surtout ces non-dits qui, pour moi, rendent cette scène aussi bouleversante. Le spectateur est pris, tout comme Roger, par l'envie de dire qui il est,
Nous ressentons à la fois son immense bonheur et sa terrible frustration qu'il semble surpasser en évoquant le nom de sa mère Marjorie et en prononçant ces mots si simples, mais parfois si durs à dire, à ceux que l'on aime et qu'on ne reverra plus. Et quand on découvre le plan suivant, comme Buck, nous pouvons croire que son père l'a entendu. Merci Sylvane, merci aussi de revenir toi aussi sur cette scène top, sur notre scène top, celle que l'on partage, et de l'avoir un peu plus développée. Et ça me permet aussi de dire quelque chose que je pense ne pas avoir assez dit, mais le jeu de Richard Rankin là, dans cette scène près des pierres, où tout en retenue, tout en émotion, il faut le regarder sans le son pour vraiment apprécier totalement toutes les nuances qu'il apporte dans les expressions de son visage. Il est vraiment magnifique cet acteur. Un gros coup de cœur. Depuis un moment déjà, mais dans des scènes comme ça, c'est là où il s'exprime encore plus. Franchement, j'adore. Donc merci Sylvane. Et ça me permet aussi de dire que même si là, nous sommes plusieurs à partager cette scène top entre Jerry et Roger aux pierres, la scène top qui a été choisie, la scène préférée que vous avez sélectionnée sur Instagram, alors à peu de choses près, puisque toutes celles que j'avais proposées, les 4 scènes que j'avais proposées se tenaient plus ou moins. Mais la scène que vous avez mis en premier, c'est la scène entre Yann et Jamie, juste avant le mariage, hein, où Yann demande un peu des conseils pour sa nuit de noces. Et c'est vrai que cette scène est douce, tendre, et en même temps assez drôle, par les différentes réflexions et mimiques de Jamie et Yann. Nous passons maintenant à la note vocale d'Isabelle. Coucou les addicts. Alors après la tempête de la semaine dernière, on a enfin un épisode qui prend un peu son temps et je retrouve un petit peu plus Jamie que j'avais perdu dans l'épisode précédent, qui est très inquiet par rapport à Lord John, même s'il sait qu'il a des ressources. Ensuite, nous avons une belle cérémonie de mariage avec vraiment des beaux discours, c'est très touchant. Et de l'humour, ça fait plaisir, ça manquait un petit peu. Et vraiment, ce qui m'a le plus plu, c'est voilà Roger et qui retrouve son père. C'est tellement inattendu. Ça y est, et ce petit lien qu'il arrive à forger sans lui dire. Hein, on a tous envie de lui crier, surtout quand il est devant les pierres. Mais dis-lui. Et on sait que c'est pas possible parce que la boussole, ça doit être sa femme absolument et pas son fils. Donc c'est vraiment quand il lui dit qu'il l'aime, moi j'étais en larmes, c'est juste magnifique. Et ensuite on voit ce petit flash qu'il a et Roger il a peut-être 3-4 ans et on se dit OK, donc le père il est bien retourné là où il devait être et il a eu un peu plus de temps puisque Roger normalement était bébé. Merci Isabelle. J'aime beaucoup entendre ce que tu as à dire, puisque nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais tu n'es pas lectrice, donc pour toi chaque épisode est une découverte, en tout cas en ce qui concerne les intrigues. Alors nous, lecteurs, ceux qui sont lecteurs sont parfois aussi surpris, puisque la série prend parfois quelques libertés ou des tours et des détours qui ne sont pas attendus exactement au moment où on les attend. Voilà, et en tout cas, pour toi, c'est tout frais. Et donc, quand tu vois que Roger rencontre son père, Jerry, c'est une vraie surprise. Donc, merci pour l'avoir pointé, merci pour tes émotions. Et j'en profite, puisque tu mentionnais au tout début de ta note vocale le fait que tu avais retrouvé Jamie. Ouf, je suis contente pour toi. Et en même temps, tu dis qu'il s'inquiète pour John. Alors, un peu. Mais c'est une critique que j'ai pu lire aussi en préparant le décryptage de cet épisode, c'est que Jamie finalement semblerait ne pas s'inquiéter trop. Et c'est le rôle qui a été attribué à Denzel, dont je n'ai pas du tout parlé dans le décryptage, enfin quoique un petit peu lors de son discours lors du mariage de sa sœur, mais Denzel, là, il joue le rôle du personnage qui permet à Jamie d'exprimer un petit peu d'inquiétude non majeure, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un début de prise de conscience que John, à cause de lui, a risqué le pire. Et c'est là, effectivement, où je te rejoins, c'est qu'on sent quand même un début d'inquiétude. Alors maintenant, on écoute le témoignage de Joanie, qui nous avait manqué. Peut-être qu'elle va nous parler des moments d'humour dans cet épisode. On écoute tout ça. J'avais pas réécouté l'épisode jusqu'à tout récemment, puis je me suis dit d'avoir trouvé
la première fois qu'il y avait beaucoup de longueur et puis certains malaises là, par rapport au mariage, puis à la scène d'amour aussi ensuite. Mais à la deuxième écoute, après avoir vu aussi des entrevues sur le sujet, puis d'en avoir discuté avec les autres addicts, je le vois un peu différemment, plus doux, plus nuancé. J'ai bien aimé que Rollo soit mis en valeur pendant le mariage. Je trouve que c'est lui qui donne le ton un peu à tout le reste, là, quand il baille, puis après ça, il se couche sur le côté, ça a l'air vraiment long et plate, puis on ressent un peu ça aussi quand on l'écoute, même si les textes sont beaux puis que c'est bien amené, d'une certaine façon. Sinon, les choses qui m'ont fait sourire dans l'épisode, c'est plutôt les petits échanges entre les couples, entre Jamie et Claire, par rapport, plutôt dans le mariage, surtout là, pendant le mariage, des petits propos comiques. Puis sinon, ça va être les petites blagues entre Yann et Rachel, là, comme quoi il y a la peau douce, là, un Jimmy, là, non, c'est pas vrai. Des choses comme ça. Sinon, ce qui m'a fait sourire, c'est plutôt de voir que Claire disait qu'il y avait enfin au moins la bonne couleur d'uniforme. Enfin, effectivement que le red coat, ça y allait pas du tout. À bientôt! Merci Joanie, impossible de ne pas sourire en t'écoutant. Et oui, l'uniforme de Jamie, cette fois, il est de la bonne couleur. C'est vrai que c'est la petite remarque de la fin de l'épisode qui fait que on retrouve peut-être cette connexion entre Claire et Jamie qui avait manqué à Claire, hein, qui nous en parlait tout à l'heure. La complicité est là et le fait qu'on puisse se dire des choses comme ça, ça prouve quand même que ce couple est là. Et puis d'ailleurs, toute cette scène à la fin, si on y regarde bien, où Claire réaffirme que, quelles que soient les circonstances, là où elle sera le mieux, c'est avec Jamie. Donc ça, c'est des scènes comme ça qu'on retrouve quand même tout au long de la série et c'est ce qu'on a envie d'entendre. En tout cas, moi, ça m'a plu. Et merci Joanie pour l'humour dans ta voix et le fait d'avoir relevé tous ces petits moments. Et on écoute la dernière note vocale et c'est Marianne. Aurélie. En premier lieu, je donnerai l'honneur à Richard qui joue Roger. Il est devenu, au fil du temps qui passe, un acteur important dans la saga. Et dans cet épisode, il joue son rôle à merveille. La rencontre avec son père et surtout ce moment où ils doivent se séparer et qu'il lui dit « je t'aime » me fait toujours verser des larmes. Tu as raison quand tu dis que tout est calme, surtout pendant le mariage de Yann et Rachel. J'adore voir jouer Kate et Sam avec leur mimique. Ils sont simplement eux, même dans leur rôle. J'ai revisionné l'épisode hier et je ne dirais qu'une chose, il me plaît beaucoup. Bise les addicts. Merci Marianne. Et bon, ce n'est pas fait exprès, mais oui, toi aussi, tu as été émue et bouleversée par le jeu de Richard. On se rejoint sur ce point. Je pense que ce serait difficile de dire le contraire sur un épisode comme ça. Un immense merci à celles qui ont pris le temps de m'envoyer leurs notes vocales et plus largement à vous toutes et tous qui me soutenez sur Patreon. Vos retours, vos partages, vos mots, vos présences, c'est bien plus qu'un petit plus. C'est ce qui me permet de continuer. Produire ces décryptages, les illustrer, les documenter, les monter, ça me demande énormément de temps, de passion, d'énergie. Et grâce à cette communauté bienveillante et engagée, je peux continuer à faire tout ça à fond, avec exigence et avec tout mon cœur. Alors si ce travail vous touche, si vous aimez ces rendez-vous semaine après semaine, année après année, si vous avez envie de soutenir ce que je construis autour d'Outlander, rejoignez-moi sur Patreon. Même au premier palier, vous m'aidez énormément. Et en échange, je vous ouvre les coulisses, les vidéos en avant-première, des contenus exclusifs et surtout, je vous offre un petit cocon d'échange entre passionnés. Je vous mets le lien juste en dessous si vous avez envie de faire partie de l'aventure. C'est vraiment une formule gagnant-gagnant et je vous en suis infiniment reconnaissante. On termine avec quelques mots de conclusion. Hello Goodbye, c'est un épisode moins spectaculaire, c'est vrai. Mais pour moi, ça ne le rend pas moins intéressant. Au contraire, c'est un épisode charnière, un moment de transition. Il pose les bases, prépare la suite, tisse des liens souterrains qui ne vont pas tarder à remonter à la surface. Il y a dans ce titre Hello Goodbye toute la dynamique de l'épisode. On se dit au revoir, on se retrouve, on laisse quelque chose derrière soi, mais sans jamais complètement tourner la page. C'est un épisode qui parle de franchir des seuils, de quitter une maison, une époque, un parent, une vie, mais toujours avec l'espoir de le faire pour le meilleur. On sent que Fraser's Ridge n'est jamais bien loin, même s'il reste hors de portée pour l'instant.
C'est le chez-soi rêvé, le refuge, mais il faudra encore patienter, combattre, traverser pour y revenir. Et en attendant, chacun fait sa part. Parce que ce que cet épisode nous rappelle, c'est que l'amour n'est pas un mot, ce n'est pas un idéal suspendu, c'est un engagement, c'est une action. Et ça, on le voit dans toutes les intrigues. Dans le mariage de Yann et Rachel, bien sûr, dans la quête de Roger, dans le sacrifice de Jerry, dans la décision de Brianna de confier ses enfants, dans le choix de Claire d'accepter une nouvelle fois de différer son retour. À chaque fois, ce sont des gestes, parfois petits, parfois immenses, mais tous portés par l'amour. C'est ça, Outlander. Pas seulement une saga historique ou romantique, c'est une série sur le temps qui passe, sur les liens qu'on garde malgré des distances, et sur ce besoin profond d'appartenir à quelqu'un quelque part. Et cet épisode, avec sa douceur, ses ruptures, ses non-dits et ses espoirs, ouvre autant de portes qu'il en referme. Et c'est peut-être ça, finalement, la beauté de ce bonjour, au revoir. Et justement, la suite s'annonce pleine de promesses. Du côté de Brianna et Roger, on attend avec impatience leur retrouvaille, même si un doute persiste pour Roger. Jem est-il dans la même époque que lui? Les regards de Roger à la fin laissent planer le suspense. Et pour Lord John, qu'on a peu vu, difficile de savoir comment il va s'en sortir. Il est maintenant chez les Américains, grâce à une petite entourloupe de grande intelligence, mais justement, connaissant son intelligence et son sens de la diplomatie, on peut espérer qu'il saura gagner leur confiance et intégrer leur camp. Une autre question reste en suspens, va-t-il croiser Jaime, justement, dans le camp américain? Et surtout, comment vont-ils, ces deux-là, gérer la tension de leur retrouvaille alors que tout n'a pas été dit entre eux? Bref, l'épisode 14 a beaucoup à jouer, et moi j'ai hâte. On se retrouve pour en parler dans mon décryptage qui sera disponible dès le 23 avril sur Patreon et le 4 mai sur YouTube. S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo avant d'avoir liké, si elle vous a plu. Et en attendant de nous retrouver, prenez soin de vous.